Un homme ordinaire s'inscrit à l'un des plus grands tournois de poker d'Atlantic City avec un avantage inexplicable. En 3 jours, il amasse une fortune en jouant contre les meilleurs professionnels du monde, sans que personne ne se doute de rien. Jusqu'à ce qu'une fuite dans les égouts d'un hôtel révèle l'escroquerie la plus rocambolesque de l'histoire des casinos. Voici l'histoire vraie d'un joueur qui tente de tricher avec des jetons contrefaits et qui finit par être trahi par sa propre plomberie. Janvier 2014. Le casino Borgata d'Atlantic City annonçait son traditionnel Winter Poker Open, doté d'une cagnotte garantie de 2 millions de dollars. Des joueurs professionnels et amateurs venus de tout le pays s'inscrivaient pour participer. Parmi eux, Christian Luzardi, 42 ans, originaire de Caroline du Nord, un joueur moyen sans palmarès particulier. Rien ne le distinguait, il n'était qu'un joueur parmi les 4000 concurrents qui remplissaient les tables du Borgata ce week-end-là. Mais Luzardi avait un secret. Des mois avant le tournoi, il avait contacté un fabricant chinois en ligne. Il avait acheté des jetons de poker vierges et des autocollants spéciaux. Il ne s'agissait pas de jetons ordinaires, mais de répliques quasi parfaites des jetons officiels du Borgata. Des jetons gris valant 5 000 $ pièce, des jetons jaunes moutarde à 25 000 $. Il avait passé des semaines à étudier des photos, des vidéos, le moindre détail qu'il pouvait reproduire. Il avait ensuite apposé les autocollants contrefaits portant le logo du casino. Le résultat était impressionnant. Au premier coup d'œil, impossible de les distinguer des originaux. Le plan était simple, mais audacieux. Il s'inscrirait au tournoi normalement, en payant les frais d'inscription. Mais au fil de la compétition, il glisserait discrètement les faux jetons dans ses piles. Pas d'un coup, petit à petit. Quelques jetons par-ci, quelques-uns par-là. Mélangés au vrai, le casino avait des milliers de jetons en circulation simultanément. Qui remarquerait quelques jetons supplémentaires? S'il restait prudent et méthodique, il pourrait transformer des centaines de dollars en centaines de milliers sans que personne ne s'en aperçoive. La première journée s'est déroulée à merveille. Luzardi a introduit des jetons fictifs à des moments stratégiques, pendant les pauses, à son retour des toilettes, au milieu du chaos des tables bondées et des croupiers affairés. Personne n'a rien trouvé à redire. Le deuxième jour, il a pris confiance. Il a ajouté des jetons. Son tapis a grossi non seulement grâce à ses mains gagnantes, mais aussi grâce à l'argent virtuel qu'il a introduit de l'extérieur. À la fin de la deuxième journée, Luzardi figurait parmi les leaders du tournoi. Les médias spécialisés ont relayé sa performance impressionnante. Il était idéalement placé pour atteindre la table finale. Mais le matin du 3e jour, les employés du casino ont remarqué une anomalie lors du comptage habituel. Le nombre total de jetons en circulation ne correspondait pas à la normale. Il y en avait beaucoup trop. La direction a déclenché le protocole d'urgence et a lancé une enquête. Elle a visionné les enregistrements des caméras, analysé les mouvements suspects et suspendu temporairement le tournoi sous prétexte d'un audit technique. Luzardi sentait la tension monter. Il était sous le regard vigilant des agents de sécurité. Il aperçut les superviseurs en train de discuter en petits groupes. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. Il décida d'agir vite. Il quitta discrètement le Borgata et regagna sa chambre au Harrah's Resort, l'hôtel voisin où il séjournait. Là, il conservait les fausses cartes d'identité qu'il n'avait pas encore utilisées. Des centaines. Des preuves accablantes. Il devait s'en débarrasser immédiatement. Pris de panique, Luzardi prit la pire décision qui soit. Il décida de jeter les chips dans les toilettes. D'abord une à une, puis par l'eau plus important. Il tira la chasse à plusieurs reprises. 494 chips grises d'une valeur de 5 000 $ chacune. 9 chips moutarde d'une valeur de 25 000 $ chacune, une valeur totale de 2 700 000 $ partis en fumée. Il pensait qu'une fois dans les égouts, les chips disparaîtraient tout simplement. Elles seraient emportées dans un endroit inaccessible. Problème résolu. Mais la plomberie ne fonctionne pas ainsi. Les jetons ne se dissolvent pas.
Ils ne se brisent pas. Ce sont des objets solides en plastique dense, conçus précisément pour résister à l'usure. En quelques heures, les canalisations ont commencé à se boucher. La pression a augmenté. De l'eau sale a commencé à fuir des drains. Les clients des chambres situées en dessous du restaurant Luzardi ont appelé la réception pour se plaindre de fuites au plafond et d'infiltration d'eau à travers les murs. Le service de maintenance a été dépêché sur place. Lorsque les plombiers ont ouvert les canalisations pour les déboucher, ils ont fait une découverte totalement inattendue. Des centaines de jetons de poker Borgata entassés dans les tuyaux. Des jetons neufs et propres, manifestement pas là par hasard. L'équipe a immédiatement signalé l'incident au directeur de l'hôtel qui a contacté Borgata. L'enquête en cours venait de recueillir un élément de preuve crucial, l'origine du bouchon. Ils ont ainsi pu remonter jusqu'à la chambre où Christian Luzardi s'était enregistré sous sa véritable identité. La police d'État du New Jersey a été mobilisée. La division de contrôle des jeux est entrée en action. Des perquisitions ont été lancées. Luzardi avait quitté Harrah's, mais il n'était pas allé bien loin. Il a été retrouvé et arrêté quelques jours plus tard dans un motel Super 8 bon marché d'Atlantic City. Interrogé, il a tout avoué. Il a parlé du fabricant chinois. Il a expliqué la méthode de contrefaçon. Il a admis avoir introduit au moins 160 jetons contrefaits dans le tournoi durant les 2 premiers jours. Il a avoué avoir tenté de faire disparaître les preuves en les jetant dans les toilettes. L'audit complet a révélé des chiffres encore plus élevés. Outre les jetons retrouvés dans les égouts du Harrah's, les enquêteurs ont découvert 22 jetons contrefaits obstruant les toilettes pour hommes du Borgata. Valeur faciale totale des jetons contrefaits récupérés, 3,6 millions de dollars. Le tout grâce à un investissement de quelques centaines de dollars dans des répliques chinoises et des étiquettes contrefaites. L'impact fut dévastateur pour le tournoi. Son intégrité fut compromise. Impossible de savoir précisément quel joueur avait été lésé par les jetons contrefaits en jeu. Impossible d'annuler les mains jouées ou les décisions prises. Borgata n'eut d'autre choix que d'annuler l'événement. Les inscriptions furent remboursées. Le reste des gains fut réparti équitablement entre les 27 joueurs encore en lice au moment de la suspension. Des millions de dollars de revenus perdus, la réputation ternie, la confiance ébranlée. Luzardi a été inculpé pour contrefaçon de marque, tentative d'escroquerie et dommages matériels. L'affaire a fait la une des journaux nationaux et est devenue la risée du monde du poker. L'homme qui a tenté de tricher au casino, mais qui a été trahi par ses propres toilettes. En octobre 2015, il a été condamné à 5 ans de prison et a versé 463 000 dollars de dommages et intérêts au Borgata pour le manque à gagner dû à l'annulation du tournoi, ainsi que 9 000 dollars à Harrah's pour les dégâts causés à la plomberie. Il n'avait gagné que 6 814 dollars lors de ce tournoi avant que tout ne s'effondre. La facture finale allait se faire sentir pendant des décennies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la police a perquisitionné le domicile de Luzardi en Caroline du Nord, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des jetons, elle a fait une découverte inattendue. Plus de 35 000 DVD piratés, des films contrefaits et des séries télévisées de contrebande. Luzardi menait en parallèle un vaste réseau international de piratage qui lui a rapporté des millions. Entre 2010 et 2012, il a encaissé plus d'1 300 000 dollars sur son compte PayPal en vendant des supports contrefaits aux États-Unis et au Canada. Ce joueur de poker, qui utilisait des jetons contrefaits, était aussi un pirate de DVD à grande échelle. Ce n'était même pas son premier démêlé avec la justice. En 2008, la police avait perquisitionné son domicile pour jeux d'argent illégaux et vente illégale d'alcool. Christian Luzardi n'était pas un délinquant occasionnel. C'était un homme qui avait bâti son train de vie sur la contrefaçon, la fraude et les petits délits qu'il pensait maîtriser. Borgata a réagi au scandale en investissant dans la technologie. L'établissement a repensé tous ses jetons de poker, intégrant des motifs plus complexes,
de multiples couleurs entrelacées et des éléments d'authentification sous lumière ultraviolette, des éléments exponentiellement plus difficiles à reproduire. Toute l'équipe a été formée aux contrôles aléatoires, effectués pendant les tournois à l'aide de lampes spéciales. Le coût était élevé, mais nécessaire. D'autres casinos à travers le monde ont observé ces mesures et modernisé leurs propres protocoles. Des années plus tard, lorsque Lusardi fut libéré en 2016, après avoir purgé une partie de sa peine, la communauté du poker s'indigna. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'il aurait dû purger la totalité de sa peine. Les joueurs qui avaient participé à ce tournoi annulé ne se remirent jamais de cette opportunité manquée. Certains étaient au sommet de leur art. D'autres avaient investi leurs économies dans les frais de voyage et d'inscription. Tous anéantis par la cupidité d'un seul homme. L'affaire Christian Lusardi est devenue légendaire dans le milieu de la sécurité des casinos. Elle est étudiée dans les programmes de formation et utilisée comme exemple lors de séminaires sur l'intégrité des jeux. Non pas pour l'ingéniosité du plan, mais pour la stupidité monumentale de son exécution. Car cette histoire révèle deux vérités absolues. La première est que tout système comporte des failles. Les casinos manipulent tellement d'argent et d'objets simultanément que des failles existent. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. La seconde vérité est encore plus importante. On peut trouver la faille. On peut planifier méticuleusement. On peut exécuter avec un succès apparent. Mais les systèmes complexes possèdent des niveaux de protection imprévisibles. Le casino disposait d'un système de comptage des jetons, d'audit, de caméras et de protocoles. Lusardi avait tout pris en compte. Il avait prévu de contourner chaque obstacle. Et il aurait fini par échouer de toute façon, mais il n'a même pas eu besoin d'y arriver. Il a été trahi par un élément totalement extérieur à son plan. Une canalisation bouchée, des clients se plaignant de fuite, des techniciens ouvrant des canalisations. L'ironie est frappante. Il a tenté de se faire oublier au sein d'un système conçu pour tout voir. Et il n'a été repéré ni par les caméras, ni par les auditeurs, ni par les revendeurs agréés. C'est le réseau d'égouts qui l'a démasqué. Les lois fondamentales de la physique qui régissent la disparition d'objets solides dans les canalisations. La panique qui transforme même le plan le plus élaboré en décision désespérée et irrationnelle. Christian Lusardi rêvait d'être celui qui escroquerait les casinos. Il a fini par être celui qui n'arrivait même pas à escroquer la plomberie. Et c'est peut-être là la leçon la plus précieuse de cette histoire rocambolesque. Aussi intelligent que vous vous croyiez, aussi parfait que puisse paraître votre plan, aussi nombreux que vous pensiez maîtriser la situation, le monde vous réserve toujours une dernière surprise, et elle surgit généralement de l'endroit le plus absurde qui soit, comme des toilettes bouchées qui font capoter une arnaque de plusieurs millions de dollars. Ce que peu de gens savent, c'est que le scandale des jetons contrefaits du Borgata a eu des répercussions bien au-delà d'Atlantic City. Dans les mois qui ont suivi l'affaire Lusardi, les casinos du monde entier ont entrepris de revoir leur système de sécurité, non seulement les protocoles d'authentification des prises, mais toute la chaîne d'approvisionnement. Comment ces jetons sont-ils arrivés si facilement entre les mains de Lusardi? La réponse est troublante. N'importe qui possédant un ordinateur et une carte de crédit pouvait commander des jetons personnalisés auprès de fabricants asiatiques, sans aucune question. Sans aucun contrôle, sans aucune surveillance, l'industrie a découvert un marché noir florissant pour les répliques de jetons de casino. Ce marché ne se limitait pas à la fraude, mais s'adressait également aux collectionneurs, aux jeux privés à domicile et aux films hollywoodiens. Les fabricants légitimes ne faisaient aucune distinction entre les commandes légales et illégales. Ils produisaient simplement ce qui était commandé. Lusardi n'avait rien inventé de nouveau. Il avait simplement eu l'audace de tenter une expérience que d'autres avaient envisagée, mais à laquelle ils avaient renoncé. Les enquêteurs ont approfondi leurs recherches sur la vie de Lusardi et ont découvert un schéma révélateur. Il n'avait jamais été un grand joueur. Ses statistiques en tournoi étaient moyennes. Il n'avait remporté aucune victoire significative. Il était inconnu dans le milieu, mais il possédait quelque chose de différent.
une mentalité de stratège. Quelqu'un qui voyait les systèmes non pas comme des obstacles, mais comme des énigmes à résoudre. Son trafic de DVD piratés a prospéré pendant des années avant d'être découvert. Des milliers de transactions, des centaines de clients, toute une entreprise bâtie sur la contrefaçon. Qu'est-ce qui motivait un homme pareil? Durant le procès, des psychologues légistes ont tenté de comprendre. Ce n'était pas un besoin financier désespéré. Lusardi avait des moyens légitimes de gagner de l'argent. Ce n'était ni de la kleptomanie, ni une addiction au jeu. C'était quelque chose de plus fondamental, le besoin de prouver qu'il était plus malin que le système, une compulsion à trouver des raccourcis, la conviction profonde que les règles étaient faites pour les moins intelligents. Il croyait sincèrement mériter cet argent parce qu'il avait été assez malin pour trouver la faille. Cette mentalité est plus répandue qu'il n'y paraît. Les casinos sont constamment confrontés à des tentatives de fraude. La plupart sont détectés avant de causer de réels dommages. Comptage de cartes, marquage des jeux de cartes, collusion entre joueurs, dispositifs électroniques dissimulés. Chaque génération de tricheurs développe de nouvelles méthodes, et chaque méthode finit par être découverte et neutralisée. La course à l'armement entre les fraudeurs et la sécurité des casinos est sans fin. Mais l'affaire Lusardi s'est distinguée par son ampleur et la stupidité monumentale de la tentative de dissimulation. Les experts en sécurité utilisent encore aujourd'hui les images de l'interrogatoire lors de leur formation. Elles montrent comment même des criminels apparemment calculateurs paniquent sous la pression. Lusardi aurait pu simplement quitter l'hôtel discrètement, laisser les dossiers inutilisés dans sa chambre et fuir dans un autre état. Les autorités finiraient par le retrouver, mais cela prendrait du temps. Il aurait alors eu le temps de préparer sa défense, d'engager des avocats et de détruire d'autres preuves. Au lieu de cela, il a tenté de jeter par les toilettes des millions de dollars de jetons, comme si les égouts étaient un trou noir qui faisait disparaître les choses par magie. C'est presque comique, mais aussi profondément humain. Quand la peur prend le dessus, la logique disparaît. Les personnes intelligentes prennent des décisions stupides. Les plans les plus minutieux se transforment en actes désespérés. Les joueurs qui participaient à ce tournoi annulé éprouvent encore aujourd'hui une grande frustration. Certains avaient fait le voyage depuis l'étranger, investissant dans leurs billets d'avion, leurs hôtels et leurs frais d'inscription. Ils étaient en bonne voie pour briller dans un tournoi majeur, avec une chance de changer de vie. Tout a été anéanti par la tricherie d'un seul homme. L'indemnisation versée par Borgata était équitable, mais elle ne compensait pas la perte de cette opportunité. On ne peut pas racheter l'élan d'un tournoi, la confiance acquise après une bonne performance, ni la perspective d'une victoire décisive. L'un des 27 joueurs lésés a intenté des poursuites distinctes contre Borgata et Lusardi. Il a fait valoir que l'indemnisation ne couvrait pas le préjudice moral et les pertes de chance. L'affaire s'est éternisée devant les tribunaux. Finalement, un accord à l'amiable a été trouvé pour un montant non divulgué. Mais cet accord a fait jurisprudence. Il a établi que les casinos ont la responsabilité de protéger l'intégrité des tournois et que les failles de sécurité peuvent donner lieu à une indemnisation allant au-delà du simple remboursement. Lusardi a purgé la majeure partie de sa peine dans une prison d'État à sécurité moyenne du New Jersey. D'après les témoignages d'autres détenus, il n'a jamais vraiment assumé l'entière responsabilité de ses actes. Il a reconnu avoir fabriqué les jetons contrefaits et avoir tenté de les utiliser. Mais il s'est toujours justifié, toujours rationalisé. Les casinos ont engrangé des millions. Pourquoi n'en aurait-il pas pris une partie ? Tout le monde triche d'une manière ou d'une autre. Il s'est juste fait prendre. De toute façon, le système est corrompu. Ce type de mentalité fascine les spécialistes du comportement criminel. L'incapacité à reconnaître que les actes ont de véritables victimes. Les autres joueurs du tournoi en ont été victimes. Le Borgata a subi des pertes financières et une atteinte à sa réputation. Les employés de Haraz ont dû faire face à des eaux usées contaminées et à des dégâts matériels.
Même les fabricants de puces légitimes ont souffert de la méfiance engendrée par de tels cas. Mais pour Lusardi, tout cela restait abstrait. De simples chiffres, une simple partie perdue. Après sa libération de prison en 2016, Lusardi a tenté de se reconstruire une vie. Les détails sont rares car il a évité toute notoriété. Selon certaines sources, il aurait déménagé dans le sud, peut-être en Floride ou au Texas. D'autres affirment qu'il serait retourné en Caroline du Nord. Une chose est sûre, il est banni à vie de tous les casinos agréés des États-Unis. Son nom figure sur des listes noires nationales. Dans de nombreux casinos, les systèmes automatisés de reconnaissance faciale le détecteraient instantanément s'il tentait d'y entrer. Il a également acquis une certaine notoriété en ligne. Les forums de poker se moquent de lui. Des mèmes ont été créés sur le thème des jetons jetés dans les toilettes. Son nom est devenu synonyme de tricherie grossière. À l'ère où la réputation numérique est permanente, Christian Lusardi restera à jamais l'homme aux toilettes bouchées. Aucune réhabilitation ne pourra effacer cette image. Borgata, en revanche, a su transformer le désastre en opportunité. La mauvaise publicité initiale a été intense. Des questions se sont posées sur la facilité avec laquelle leurs jetons étaient répliqués. Les critiques se sont concentrées sur l'absence d'audit en temps réel. Mais la réaction rapide et transparente du casino a finalement rétabli la confiance. Ils n'ont pas cherché à dissimuler le problème. Ils n'ont pas minimisé son impact. Ils ont annulé le tournoi malgré le coût qu'il en aurait engendré. Ils ont indemnisé les joueurs de manière adéquate. Ils ont investi des millions dans de nouveaux systèmes de sécurité. Aujourd'hui, les jetons Borgata sont considérés comme parmi les plus sûrs du secteur. Authentification multicouche. Éléments visuels impossibles à reproduire avec des imprimantes commerciales. Marqueurs chimiques détectables uniquement avec un équipement spécialisé. Puces RFID intégrées aux jetons de grande valeur, permettant un suivi en temps réel. Même la texture et le poids sont calibrés avec précision. Toute anomalie est immédiatement détectée. D'autres casinos ont emboîté le pas. L'ensemble du secteur a relevé ses normes. Les conférences sur la sécurité comprennent désormais des panels consacrés à l'authentification des puces. Les fabricants légitimes ont mis en place des procédures de vérification pour leurs clients. Commander des jetons contrefaits auprès de casinos officiels déclenche désormais des alertes. Les autorités sont averties. Le marché noir n'a pas disparu, mais il est devenu beaucoup plus difficile d'accès. Il y a une leçon philosophique cachée dans toute cette histoire. Lusardi a observé le système du casino et en a identifié une faille. Cela exige de l'intelligence. Il a méticuleusement planifié comment exploiter cette faille. Cela exige de la rigueur. Il a d'abord exécuté son plan avec succès. Cela exige du courage. Mais il a échoué car il a ignoré une vérité fondamentale concernant les systèmes complexes. Leur complexité tient précisément à leur redondance, leurs couches et leurs interconnexions qu'aucune personne ne peut appréhender pleinement. Lusardi s'est concentré sur la vulnérabilité des enregistrements reproductibles. Il a ignoré les systèmes d'audit. Lorsqu'ils l'ont repéré, il s'est attaché à détruire les preuves. Il a négligé le fait que les preuves matérielles interagissent avec des systèmes qu'il ne contrôlait pas. La plomberie, la maintenance, les clients. Chaque décision créait de nouveaux points de défaillance. Et chaque point de défaillance représentait une opportunité de divulgation. Les spécialistes de la cybersécurité reconnaissent immédiatement ce schéma. Les pirates informatiques ciblent une vulnérabilité spécifique d'un logiciel. Ils l'exploitent avec succès et obtiennent un accès. Mais les systèmes ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont connectés à des journaux d'activité, des systèmes de surveillance, des alertes et d'autres systèmes. Un piratage réussi à un endroit peut déclencher des alarmes sur une dizaine d'autres. Le pirate pensait se trouver face à une porte verrouillée. En réalité, il se trouvait face à un château aux multiples murs. Les casinos le comprennent mieux que presque aucun autre secteur. Ils manipulent des sommes colossales et sont donc des cibles constantes. Ils ont développé des systèmes de défense sophistiqués au fil des décennies.
Les caméras constituent la mesure la plus visible, mais ce n'est qu'une partie du dispositif. Il y a aussi des comptables, des auditeurs, des systèmes informatiques qui suivent chaque transaction, des employés formés pour détecter les anomalies, des protocoles d'enquête et des liens directs avec les autorités. Chaque niveau est indépendant, mais tous sont interconnectés. Lusardi a infiltré la première couche en introduisant de faux jetons. Mais face aux autres, il n'a jamais eu la moindre chance. Même si le système n'avait pas été défaillant, le contrôle des jetons l'aurait démasqué. Même s'il avait détruit tous les jetons inutilisés, les caméras auraient enregistré ses mouvements suspects. Même s'il avait pris la fuite immédiatement, les registres d'hôtels, les caméras de l'aéroport et les transactions financières l'auraient retrouvé. Il luttait contre un système conçu précisément pour piéger les individus comme lui. Au final, le comble de l'ironie n'était pas seulement de s'être fait prendre, mais surtout que tous ses efforts n'avaient rien rapporté. Il avait gagné un peu moins de 7 000 $ au tournoi avant d'être démasqué. Il en avait probablement dépensé entre 1 000 et 2 000 en faux jetons et en préparation. Son gain net s'élevait donc à environ 5 000 $. Puis, il a tout perdu en amende, en dédommagement, en frais de justice et en années de liberté. En fin de compte, la tricherie, une fois tous les coûts et les risques pris en compte, est rarement rentable. Les joueurs professionnels honnêtes qui participaient à ce tournoi ont probablement gagné davantage d'argent cette même semaine en jouant légitimement à d'autres compétitions. Aucun risque d'emprisonnement, aucune réputation ternie, aucun traumatisme lié à un procès ou une condamnation. Simplement bien jouer au poker, prendre les bonnes décisions et gérer son budget avec rigueur. Ce chemin long, fastidieux et honnête s'est avéré non seulement moralement supérieur, mais aussi financièrement plus lucratif. C'est là le point que les tricheurs négligent systématiquement. Ils ne voient que le gain potentiel immédiat, ignorant complètement la probabilité d'être pris, multipliée par le coût de la sanction. C'est pourtant une question de calcul élémentaire de l'espérance mathématique. Si vous avez 50% de chance d'être pris et que la sanction coûte 10 fois plus cher que le gain potentiel, l'espérance mathématique est négative. Statistiquement, vous perdrez forcément de l'argent à long terme. Lusardi pensait sans doute que ses chances d'être pris étaient bien inférieures à 50%. Peut-être même qu'il s'imaginait avoir 90% de chances de succès. Ce serait pourtant une erreur. Car lorsqu'on est pris en flagrant délit de fraude dans un casino, les conséquences ne sont pas seulement financières. Elles sont pénales, prison, casier judiciaire permanent, interdiction d'exercer dans certains secteurs, relations brisées, notoriété publique. Quelques années après sa libération, Lusardi tenta d'accorder une interview à un podcast confidentiel consacré aux crimes dans les casinos. L'interview ne fut jamais diffusée officiellement, mais des extraits ont fuité. Il y tentait encore de justifier ses actes, affirmant que le système des casinos était conçu pour soutirer de l'argent aux gens, qu'il ne faisait que rétablir l'équilibre, et que de toute façon, tous les joueurs de casinos étaient lésés par le système. Sa tricherie était simplement plus honnête car elle était flagrante. C'est un raisonnement alambiqué qui ne résiste pas à l'analyse. Les joueurs de casino connaissent les probabilités. Ils acceptent que le casino est un avantage. C'est un divertissement, pas un investissement. Mais même en faisant abstraction de cela, son argument ne tient pas, car ses victimes n'étaient pas le casino, mais les autres joueurs. En introduisant des jetons contrefaits dans le tournoi, il a dévalué tous les autres jetons. Il n'a pas volé le casino, mais les concurrents honnêtes. Ce n'est pas un rééquilibrage, c'est du vol pur et simple. La communauté du poker ne lui a jamais pardonné. Et dans ce petit monde où la réputation est primordiale, cet ostracisme social est peut-être plus sévère qu'une sanction légale. Lusardi ne peut plus participer à des tournois. Il n'a plus accès aux salles de poker. Il ne peut plus prendre part aux discussions en ligne sans être immédiatement reconnu et exclu. Il s'est complètement isolé de la seule communauté où il avait encore une identité. Il y a quelque chose de triste dans tout cela.
Un homme qui, de toute évidence, possédait une certaine intelligence, un sens de l'organisation et un talent pour l'exécution, a tout gâché dans un projet voué à l'échec. S'il avait consacré cette même énergie à apprendre le poker honnêtement, il aurait pu devenir un joueur rentable. Pas forcément un champion du monde, mais quelqu'un qui gagne sa vie décemment en jouant honnêtement. Au lieu de cela, il a choisi la facilité. Et les raccourcis en terrain miné se terminent rarement bien. L'histoire de Christian Luzardi ne se résume pas à des fichiers falsifiés et des toilettes bouchées. Elle parle de l'illusion du contrôle, de la conviction d'être plus intelligent que des systèmes élaborés par des milliers de personnes pendant des décennies, de la confusion entre intelligence et sagesse, de l'incapacité à anticiper les conséquences à long terme et à en évaluer les véritables répercussions. Elle illustre comment l'ego peut pousser des personnes intelligentes à commettre des actes profondément stupides. Et peut-être s'agit-il de quelque chose d'encore plus fondamental. Dans un monde où chacun cherche des raccourcis, où la culture glorifie les astuces et les raccourcis, et tout moyen de contourner les systèmes, on oublie parfois que la plupart des systèmes existent pour une raison. Que les règles ne sont pas de simples obstacles arbitraires, mais des structures qui permettent aux sociétés de fonctionner. Que lorsqu'on triche, on ne nuit pas seulement à une entité abstraite, mais à de vraies personnes avec une vraie vie. Que le chemin le plus long est généralement plus long parce que c'est le seul qui fonctionne vraiment. Christian Luzardi voulait qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qui avait déjoué les casinos. Finalement, on se souviendra de lui comme de celui qui n'avait pas su déjouer les problèmes de plomberie. Et ce décalage entre l'aspiration et la réalité, entre l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que le monde a de nous, entre nos projets et les événements, résume non seulement cette histoire, mais aussi un aspect universel de la condition humaine. Nous sommes tous les protagonistes de notre propre récit. Mais en fin de compte, c'est la réalité qui écrit le scénario. Et elle suit rarement nos plans. 10 ans après le scandale, un journaliste d'investigation a réussi à retrouver Luzardi. Il travaillait dans un entrepôt de distribution, empilant des cartons pour le salaire minimum. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait ses actes, il a donné une réponse inattendue. Il a dit qu'il ne regrettait pas les faux papiers, il regrettait les toilettes. Cela en dit long sur le fait que certaines personnes ne comprennent jamais vraiment la leçon. Il croyait encore que le plan était bon, que son exécution était impeccable, et que la seule erreur résidait dans la méthode de destruction des preuves. Comme si le problème était technique et non moral, comme si une meilleure planification de l'évasion aurait permis que tout se déroule sans accroc. Il continuait de percevoir le monde comme un système à pirater et non comme un lieu où les actes ont des conséquences. Mais la véritable conclusion de cette histoire ne réside peut-être pas dans ce qui est arrivé à Luzardi, mais plutôt dans ce qui ne s'est pas produit. Personne n'a tenté de reproduire sa méthode depuis. Non pas parce qu'il est impossible de fabriquer de fausses puces, les mêmes usines chinoises existent toujours, et la technologie est même plus accessible aujourd'hui. Mais chaque aspirant tricheur qui se penche sur le sujet tombe sur la même histoire. Christian Luzardi, l'homme aux toilettes, et il en tire une conclusion fondamentale. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas tromper le système, c'est qu'on ne peut pas prévoir quelle partie du système nous démasquera. Luzardi avait tout prévu. Les caméras, les dealers, les audits. Il a été trahi par la plomberie. Le prochain le serait par un autre élément tout aussi imprévisible. Un employé observateur, une erreur statistique dans des données que personne n'analysait, une coïncidence impossible. L'univers a une infinité de façons de nous démasquer. Il suffit d'une seule erreur. Aujourd'hui, les puces électroniques que Luzardi a tenté de jeter dans les toilettes sont exposées au Musée national du crime à Washington, D.C. Alignées dans une vitrine, elles constituent un mémorial permanent, non pas à l'ingéniosité criminelle, mais à l'inévitabilité de l'arrestation. Les touristes prennent des photos, rient de l'absurdité de la situation, puis repartent. Pourtant, ils devraient s'arrêter et les observer attentivement, car ces puces ne représentent pas seulement un crime. Elles symbolisent l'immensité du fossé entre avoir un plan
et maîtriser tous les facteurs, entre intelligence et sagesse, entre désirer quelque chose et le mériter. Christian Luzardi entra dans un casino persuadé d'avoir trouvé la solution miracle. Il en ressortit en découvrant qu'il n'existe aucun raccourci sans conséquence, et c'est peut-être là la seule vérité qui compte dans toute histoire de tricherie, de raccourci, de tentative pour duper le système. Au final, ce n'est pas le système qui vous rattrape, c'est la réalité. Et la réalité ne joue pas au poker, elle attend simplement que vous commettiez la seule erreur qui compte vraiment, celle de croire que vous pouvez la vaincre.